Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue dans le nouveau produit d'AFS 1908 carrément. Incroyable. Bienvenue dans le podcast. Parce qu'on a glissé en fait. On a glissé, donc c'est le podcast pour revenir sur l'actualité anderlechtoise qui est riche. Et du groupe aussi, Facebook. Alors j'espère que ce contenu vous plaira. Je voulais donner la parole aux supporters. Ça change un peu des médias en général qui la donnent, mais sans trop la donner, parce que bon, ils ont des impératifs financiers, etc. Donc voilà, et on commence ce soir. Bon, on est le dimanche 16 février. Là, il est à peu près 21h. On enregistre, c'est pas en direct, ne vous affolez pas. Mon nom à moi, c'est Johnny l'original, ou Johnny RDT, ou John RDT. Je suis un peu connu sur YouTube, donc vous voyez, je me la pète un peu. Et donc, je vais vous présenter mes intervenants qui sont avec moi ce soir. Alors, qui est à côté de moi, je vais commencer par Bruno. Bonsoir Bruno. Salut John, salut Denis et salut Philou. Comment tu vas ? Bah bien, par le temps aujourd'hui nouveau un peu chaotique. Une semaine on se tape de tempête. En plus c'est une tempête un peu spéciale aujourd'hui qui représente notre animateur Denis. Donc, N'est-ce pas ? Et on va y venir. Bonsoir Denis. Bonsoir, je suis vraiment à bout de souffle et complètement époustouflé par ce que Bruno vient de nous dire. Donc bonsoir à tous et à toutes, même si je ne sais pas où sont les toutes. Bonsoir John, bonsoir Bruno. Et on accueille notre ami Phil. Bonsoir Phil. Bonsoir à tous. Bonsoir John, bonsoir Bruno. Salut Phil. Et on a aussi une pensée chaleureuse pour notre ami Dylan qui devait être là, comme vous le voyez sur le visuel. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce soir, ayant un petit problème de santé. On va allumer sa maman. Enfin, on pense fort à lui en tout cas. Donc alors ce soir, on est là pour parler d'Anderlecht. Là, on a de l'info. On va commencer, sans plus attendre, par les Bru News. On a trouvé des noms intéressants, vous verrez au long de la soirée. Les Bru News. L'actu la plus fraîche, malheureusement, c'est la défaite d'hier contre Malines. Une défaite qui aurait pu nous porter préjudice, mais vu les résultats d'aujourd'hui, tout d'un coup, on dirait que non. Donc, l'espoir hier, beaucoup de gens disaient qu'on allait vers le play-off 2. Là, vu le résultat de Genk, qui est pour l'instant, à l'heure actuelle où je parle, Moucron est en train de gagner 0-2 à Zulte-Waregem. Donc, entre guillemets, le suspense reste total. Donc, on verra dans le match à suivre. Je ne sais pas ce que Denis ou Philou ont envie de penser du match d'hier. S'ils pouvaient un peu réagir, pourquoi pas. Bon, personnellement, le match d'hier, je vais en parler lors de ma chronique tout à l'heure. C'est vrai que les résultats nous sont favorables, mais pour moi, ça me semble quand même très compliqué parce que malgré tout, il faut qu'on reprenne 5 points à Genk parce qu'on a beaucoup plus de matchs nuls qu'eux et si on veut passer devant, on doit faire 5 points de plus qu'eux sur les 4 derniers matchs. Ça me paraît dur. Mais c'est surtout une... Maintenant, c'est plus vraiment une question de qualité d'équipe, ça joue surtout sur le mental et psychologique de chaque équipe qui se bat pour aller en play-off. Ouais. On est vraiment dans cette période-là où tout le monde va se regarder ce que les autres font. Et voilà, donc à mon avis, c'est l'équipe qui va être la plus forte mentalement, qui va éventuellement passer. Donc maintenant, est-ce que notre RSCA est le plus fort mentalement ? Ça, on le verra d'ici quelques matchs. Donc voilà quoi. Un petit mot sur l'exclusion de coup, vous en avez pensé ? Ah pardon, excuse-moi Phil. Oui, écoute, tu anticipes de toute façon, effectivement, moi je trouve qu'hier c'était pas mal parce que ça s'est déchaîné, comme vous le savez, un peu partout sur les réseaux sociaux et moi je trouve que jusqu'à l'exclusion de Doku c'était bon, voire très bon. Il y a un manque de chance, ça aurait pu être 0-1 après 2 minutes. Il y a le goal de Vlap une fois de plus, tout comme lors du tout premier match contre Ostende où il est hors jeu d'un fifrelin, mais bon, soyons honnêtes, il l'était.
maintenant, voilà quoi. Effectivement, il y a cette exclusion de Doku. Moi, ce que je déplore, c'est que je trouve que l'arbitrage à l'heure actuelle, et je n'en veux pas un arbitre en particulier, on veut absolument tout formater. Et donc, on ne laisse plus du tout de marge de manœuvre à l'arbitre de sentir un match. Voilà, on touche l'adversaire, c'est la carte jaune, le ballon touche le bras, c'est penalty. Je pense qu'avec un arbitre qui aurait pu avoir une marge de manœuvre, mais qu'ils n'ont plus, donc je n'en veux pas vraiment au référé, mais je pense qu'un arbitre, comme on en pouvait en voir il y a quelques années encore, aurait pu ne pas lui donner une deuxième jaune, lui dire bon, maintenant tu te calmes, tu fais gaffe, parce que Doku est un joueur qui n'est certainement pas brutal, c'est un gars qui prend par contre beaucoup de coups, et dans les deux interventions, on voit que c'est d'un malade. Et je trouve que là, il peut y avoir un peu de psychologie quand même, et ça, manifestement, ça a été banni de l'arbitrage, et je le déplore. Mais ici, j'ai un commentaire d'un membre sur FS qui était, enfin, je suis assez d'accord avec Olivier Blauwart, qui écrit en dessous d'un article qu'on avait posté sur l'exclusion de Doku, qu'il y avait trop de pression sur ce match pour un jeune, il a essayé le bien fait, trop impulsif, faute pas méchante, même à la droite. Donc voilà, 2 cartes jaunes. Ça, en résumé, oui, tout à fait. C'est ça en fait en résumé. Donc voilà. Ouais, entièrement d'accord. Si je peux ajouter une chose, je l'ai mis en commentaire d'ailleurs hier, je ne sais plus où, mais c'est une boutade. Je sais que le football a beaucoup évolué, mais puisqu'on en a quand même parlé aussi ces dernières semaines, Robin n'aurait jamais dû revenir comme ça. Il n'avait jamais un geste défensif, donc c'est aussi l'évolution du football. Je sais bien qu'un gars ne pourrait plus faire une carrière comme lui joue à son époque, mais voilà quoi. C'est une remarque comme ça en passant. Moi, ma pensée, c'est juste déjà, ces 2 questions. Surtout une, c'est est-ce que vraiment on ne pouvait pas s'y attendre un peu, surtout si on analyse les dernières situations dans lesquelles Anderlecht a été par rapport au match, de jouer une équipe puis une autre, avec des différences notables. Et puis après la deuxième, une carte rouge, est-ce qu'elle change vraiment un match ? On l'a vu que ça dépend des cas, mais dans ce cas-là, oui. Donc effectivement, à toi Bruno, continue. Pour signaler que depuis que Vorkoteren a pris l'équipe, si on prend les points de Francky qu'il a pris depuis qu'il a pris l'équipe, actuellement on serait dans le top 6. Donc clairement c'est le début de saison qui nous a été fort préjudiciable jusqu'à présent. Donc, c'est clair. Ce n'est d'ailleurs que la 3e défaite sur Vorkoteren. Tout à fait. Bien vu Denis. Ouais. Bien vu. Tout à fait. Donc voilà, on ne peut pas trop en vouloir à Francky actuellement. Il fait ce qu'il a et avec une petite quinzaine de blessés dans l'équipe, ça ne joue pas non plus en sa faveur. Et il fait que les moyens du bord, mais pour l'instant, oui, il obtient quand même des bons résultats, même si ce n'est pas encore le top. Voilà, sous son air, en tout cas, actuellement, il aurait commencé depuis le début de saison. Allez, on peut pas, avec des si, évidemment, on peut pas dire, mais probablement qu'on serait dans le top 6. Donc voilà. C'est clair. Alors, une autre grosse news, évidemment, c'est la sanction de l'Union belge pour le huis clos partiel contre The Game, ainsi que la réaction de Mauvarmy. Mais ça, je propose que Phil revienne plus tard dans le podcast là-dessus, parce qu'il a un avis assez tranché sur la question, donc on ne va pas s'étaler là-dessus. Alors, l'autre info, ça date du mois de janvier, c'est le changement, évidemment, de l'organigramme dans l'équipe dirigeante, avec un Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles depuis 2017, qui intègre l'équipe dirigeante d'Anderlecht, Patrick Lefebvre, Karel Van Velt, patron de Febelfin, Wouters Van Hout, qui avait concurrencé Cook dans le dossier de reprise du RSCA, et quand il sera lui consultant externe, c'est assez bizarre, mais bon voilà, c'est comme ça. Et alors récemment, ça a été annoncé samedi, Peter Beek, qui vient de Gand, qui sera le responsable de celui du scouting du RSCA, qui est carrément Gand, qui a remis sa lettre de démission cette semaine pour signer Anderlecht. Donc voilà, on espère que ça va évoluer dans le bon sens. Je rappelle quand même que la direction avait fait une lettre avant les fêtes pour s'assurer la stabilité, convoquer la stabilité. Et c'est vrai que là, pour l'instant, la stabilité, on n'y est pas toujours. Maintenant, je parle au niveau équipe dirigeante, pas au niveau sportif. Donc voilà, quoi. C'est assez surprenant, mais bon, on va voir si ça paye dans le futur. Je pense que tous ces gens, il me semble qu'à partir d'avril, ils rentrent dans
dans leur fonction. Donc on verra. Hein. Je pense que pour cette année, il ne faudra pas attendre grand-chose, mais l'année prochaine, hein, donc surveiller déjà le mercato estival. Donc voilà quoi. Bah oui, moi je pense que... Bon, de toute façon, après, le foot c'est le monde des affaires, et le monde des affaires, bah, il faut savoir un peu comment il est. On sait que c'est un peu celui qui est le plus opportuniste. Hein. Il n'y a pas vraiment... Enfin, il y a des codes quand même, il y a des gens qui ont un peu de valeur, etc. Mais bon, voilà quoi. Malheureusement, le foot c'est le monde des affaires, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'accepte ou non. Donc bon, après... faut voir, reste à voir, ces gens-là ils sont là pour faire quoi aussi, bon on ne sait pas trop, on verra bien, si c'est juste des gens dans le CA, bon, conseil d'administration, bah, ils sont là pour statuer des bons résultats, donc ils vont faire comme la plupart des gens qui regardent le foot d'un œil, c'est regarder les résultats quoi, donc après ça... Ouais, mais tout cela a un coût, hein, et donc Filler on reviendra sûrement sur la sanction de l'Union belge sur le huis clos partiel contre Game et la justification de direction par rapport au fait qu'ils n'ont pas été en appel. Bon, ça, Philippe reviendra sûrement. Et bon, voilà, tous ces changements ont un coût aussi, et voilà, on chipote pour 100 000 euros. On va me dire 100 000 euros, c'est déjà une belle somme pour les amendes à payer, mais bon, voilà, il y a d'autres choses. La Vermeulen l'a très bien expliqué. Dans son annonce, dans sa réaction et son communiqué. Donc voilà quoi. Sinon, les dernières... Ouais. Vas-y. Vas-y, Bruno. Ouais, non, je voulais juste réagir par rapport à tous ces changements au niveau de l'organigramme directionnel. Je pense qu'il y a quand même au moins une nouvelle qui est une bonne nouvelle et qui est très importante, c'est l'arrivée de Verbeek. C'est l'arrivée de Verbeek parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait du très bon boulot avec la Gantoise. Et on ne peut pas dire que notre cellule de recrutement ait été très très performante sur, je dirais carrément les 10 dernières années. Donc ça, je pense que c'est une bonne chose. Et s'il arrivait à avoir des bons résultats et que Marco que décidait de l'anoblir, ben on n'aurait même pas besoin de changer le nom de la rue où se trouve le stade puisqu'il s'appelle Verbeek aussi. Donc c'est très bien. Ça c'est bien vu ça. Joli Denis. Voilà, okay. Effectivement, le joli Denis, il est très fort là-dedans. Le petit calembour. Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Ce mec, apparemment, il vient d'un club où ils font de la bonne pioche, qui devient de plus en plus dur, parce que maintenant, les gros clubs savent aussi où on va. Enfin, où on va, les plus petits, donc c'est compliqué. Le scouting reste intéressant. Je pense que les jeunes, c'est toujours mieux que le scouting. À l'heure actuelle, si tu n'as pas une enveloppe de 100 millions d'euros, j'ai envie de dire même avec 60 ou 70 millions d'euros, mais 40 millions investis dans les jeunes, quoi. Plus que, ou alors un joueur ou deux vite fait, mais sans plus, quoi. Bon, c'est mon avis, je peux me tromper, chacun son avis. On est là dans le respect, oui, mais avec un bon spécialiste, quelqu'un qui suit le football, qui s'y connaît, qui se déplace et qui arrête d'envoyer ses émissaires, on peut trouver encore aujourd'hui des très bons joueurs. On peut citer le club de Bruges. Le club de Bruges, au niveau du scouting pour les attaquants, c'est quand même notre très ancienne connaissance, Kenneth Brill, qui est depuis un moment. Et Kenneth Brill est allé chercher des joueurs dont on n'avait jamais entendu parler. Donc, quant à Werner de Raaf et Dimitri Mbouillou, tu te demandes ce qu'ils font, quoi. Oui, mais alors j'ajouterais que Bruges, c'est pas nouveau. Hein. Je dirais qu'historiquement, depuis ils ont toujours été bons. 30 ans, ils vont chercher des gars incroyables qu'ils ont pour souvent une bouchée de pain. Hein, pensons à des gars comme Amokachi et autres. Et puis voilà, quoi. Donc, il faut reconnaître qu'en termes de politique de transfert, le club brugeois, tout comme le Cercle d'ailleurs, parce que, toute petite parenthèse, mais le Cercle m'a toujours absolument époustouflé par sa politique de transfert. C'est parce qu'évidemment, c'est un club qui, avec son grand rival, n'a quasiment pas de supporters et ne tient pas le coup financièrement. Mais le Cercle a toujours eu l'art d'aller rechercher. N'oubliez qu'Impact, des gars comme Morton Olsen, comme Krenchevich et autres, c'était le Cercle qui les avait trouvés. Hein. Tu voulais dire l'AS Monaco, bien évidemment. Oui. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà, ça c'est le point faible ces dernières années du RSCA, c'est vraiment le recrutement, hein, voilà, qui n'a pas été au top. Avant, on a encore un exemple récent, hein, c'est Sané qui va vers Ostende, qui a coûté 8 millions d'euros. Voilà, je pense que le problème Anderlecht, excusez-moi de vous couper, c'est le même problème que pas partout en Belgique, mais dès que tu es un peu prestigieux en Belgique, il te faut des noms. Et alors, ils vont chercher des noms, le meilleur joueur de ceci, le meilleur joueur de cela. Tu sais, c'est un peu comme la Belgique, je pense, c'est un des rares pays, il n'y a pas que la Belgique,
où le soulier d'or est monté au nu comme si c'était exceptionnel, quoi. Or que tu es juste le meilleur joueur du championnat belge. Or quand on vient nous parler du meilleur joueur, il venait du Danemark. Bon, c'est bien, hein, le Danemark. Il paraît que c'est chouette en plus. Mais non, mais à un moment donné, sans vouloir remettre la légitimité d'un joueur en cause ou non, parce qu'après, plein de choses peuvent intervenir dans la progression d'un joueur dans son club. Mais à un moment donné, je pense quand même qu'il y a autre chose que les noms à prendre, quoi. Et il y a des pioches intéressantes à faire. Et on l'a vu qu'il y avait des joueurs à qui on ne pensait pas du tout et qui ont réussi à performer, même si on sait que jouer à Anderlecht et jouer ailleurs, c'est deux choses différentes. Tu parles de joueurs de renom avec des références dans leur péri. Regarde par exemple un Zul, hein, voilà, il commence tout doucement un peu à rentrer dans le rang qu'il en est, mais il a mis combien de temps? Il a mis une année, quoi, tu vois, alors que s'il était présenté comme le meilleur joueur d'Autriche. Et alors Vlap, c'est voilà, même s'il commence tout doucement, il commence à me plaire. Vlap, dans l'engagement, on voit. C'était une grande promesse aux Pays-Bas et voilà, depuis la première partie de saison, oui, c'était pas extraordinaire. À mon avis, une petite manque de confiance en lui a fait que aussi il s'est mis la pression et voilà, il a fait des gaffes, hein, mais je veux dire, Vlap, c'est pour moi, il sera intéressant l'année prochaine pour moi. Je pense que c'est quelqu'un qui a énormément de flair. Il est toujours bien placé, Vlap. Toujours bien placé. Tout à fait. Et ça, après, il a un manque de vitesse dans ses enchaînements, il manque de confiance. Il est un peu maladroit, mais il est toujours placé où il faut. Oui, ça c'est vrai. Mais ce qui est tout à fait révélateur, c'est quand on voit les notes qu'il a pu avoir sur différentes sources, il pouvait aller du 3 au 7. Donc pour reprendre, pour moi, Vlap, je pense l'année prochaine il sera intéressant. Je sais pas pourquoi, mais il commence. Hein, on voit qu'il commence tout doucement à se montrer, rentrer dans le jeu. Voilà, mais il était un peu trop. Ce qu'il y a, c'est que le championnat en Belgique est un peu plus physique qu'aux Pays-Bas, et à mon avis, ça a dû le choquer au début, et voilà quoi. Et à mon avis aussi les critiques des supporters au début, puisqu'on l'avait présenté comme le nouveau numéro 10 d'Anderlecht. Donc quand je te parle des noms, je parle exactement de ce genre de comportement-là. C'est pour ça que j'ai cité Vlap et Sané, hein, voilà. Même Zul au début, voilà, Zul s'était aussi présenté comme le meilleur joueur d'Autriche, voilà, il est venu et l'année passée il n'a pas montré grand chose, et même ce début de saison-ci malheureusement non plus, même si maintenant il commence à devenir très intéressant aussi dans l'équipe, hein, voilà. Mais il y a un problème quand même au RCS, je ne sais pas si c'est la pression du club ou quoi que ce soit, mais il y a certains joueurs qui vont être prêtés, ils vont réussir, ils reviennent, ça ne va plus, c'est un peu mystérieux tout ça, hein, voilà, c'est une tendance ces dernières saisons. C'est un peu mystérieux. Je sais pas si c'est la pression du club ou si c'est on va dire l'entourage du coaching psychologique peut-être qui fait que c'est mal géré. Je ne sais pas. Mais c'est assez mystérieux. Par rapport à Vlap, ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que je suis globalement d'accord avec ce que vous avez dit, mais je m'en réfère à un de mes amis qui est Toubib, et qui m'a déjà dit, et qui a entraîné, il n'a pas entraîné, il était médecin de l'équipe nationale de basket pendant 2 ans, donc c'est quand même une référence, et il me disait, il faudrait quand même apprendre à Vlap à courir. Et maintenant qu'il m'a dit ça il y a quelques semaines, c'est vrai que quand je vois la course de Vlap, c'est, regardez bien la prochaine fois, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Il court un peu comme le bossu de Notre-Dame, et là, disons que je pense qu'il y a vraiment un boulot à faire, et je pense que dans un club comme Anderlecht, on peut à un moment, ça peut paraître idiot, mais apprendre à un gars à courir autrement, quoi. C'est pas faux. Mais c'est un peu un problème, et de nouveau, ça fait 2-3 saisons que ça dure, c'est au niveau physique, à Anderlecht, on est toujours un peu trop court, hein, comparé au top 6, je dirais pas au top 6, au top 4, top 3 national, on n'est pas capable, même si ça va de mieux en mieux, mais en début de saison, c'était assez criant, on tenait 60-70 minutes, et après on était mort, quoi, donc... Tu peux même rester sur le top 6, top 7, Bruno. Quand tu regardes l'équipe de Malines hier, qui footballistiquement, on n'avait absolument rien en plus que nous, loin s'en faut. Physiquement, quand tu vois un Van Damme, quand tu vois même leur jeune Vranken, c'est ça, qui a le même âge que Doku, il est taillé 2 fois comme lui, quoi. Vlap, avec la tempête de Nid, à mon avis, on le retrouve au-dessus des projecteurs, hein. Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, mais là, vous savez bien que j'adore Vincent et je veux pas faire comme ceux qui crient quasiment qui voudraient la tête de Vincent avec celle de Cook et d'autres. Simplement, regardez l'Antwerp. L'Antwerp est une équipe composée essentiellement de vieux briscards. Alors je dis pas qu'on devrait faire une équipe de vieux briscards, mais le projet jeune, avec peut-être
2-3 gars plus expérimentés, ça pourrait donner autre chose. Maintenant, on pourra m'objecter, et c'est vrai, que les plus expérimentés, ils pourraient avoir comme nom Chadli, Nasri, mais que malheureusement, ils sont pas fit, quoi. Ben voilà, moi, j'arrive à la fin de Je voulais juste parler, mais peut-être qu'on peut revenir une prochaine fois là-dessus. C'était un peu l'influence de Vincent quand il n'est pas sur le terrain ou en dehors du terrain, parce que voilà, il y a certains supporters qui disent que quand Vincent est là, l'équipe tourne moins bien. Quand Vincent n'est pas là, les jeunes sont plus libérés. Je ne sais pas si c'est une réalité, si c'est un mythe ou mais c'était pour avoir vos avis sur la question, quoi, tout simplement. Vas-y, Phil. Je disais donc que je n'ai pas un avis péremptoire sur la question, mais c'est vrai que ces réflexions m'interpellent, en ce sens qu'il y a un certain paradoxe. Quand Vincent est là, et on l'a encore vu hier à un moment, quand il fait une espèce de talonnade là, pour prendre le ballon alors qu'il est devant son but, il a sa classe, sa technique, sa présence, il est quand même pas facile à passer, quoi, hein. Je veux dire, ça reste quand même un des meilleurs défenseurs d'Europe et même du monde, selon moi. En revanche, je me demande s'il n'y a quand même pas du vrai. Que finalement la présence d'une star, parce que là on abuse de ce genre de terme, hein, le génie, star, etc. Mais Vincent, c'est une authentique star mondiale, je pense qu'on peut vraiment le dire. Et je pense effectivement que ça peut-être à un moment coincer des gars qui sont justement tout jeunes et qui à un moment, c'est la peur de mal faire. Et on sait très bien que quand la peur de mal faire est là, c'est seulement à ce moment-là qu'on fait les bêtises. Denis, je vais te laisser y aller, après moi je terminerai. Alors moi je voudrais aller un peu dans le sens de Phil et apporter une toute petite nuance. Le match d'hier est quelque part un match un peu référence par rapport à ça, puisque juste avant le déplacement à Malines d'hier, on avait réalisé, je pense que tout le monde est d'accord sur ce point-là, notre tout meilleur match de la saison face à Gand, en allant chercher un match nul là-bas, alors qu'on aurait très bien pu revendiquer les 3 points. Et Vincent n'était pas présent. Cana a fait une boulette, un péché de jeunesse en provoquant le penalty, mais en dehors de ça, il a fait un très bon match. Lucassen a été impeccable et comme à son habitude depuis qu'il est là, absolument rien à dire sur Murillo et un très bon Sardella aussi, je trouve. Hier, Vincent est retapé, Cobaut est retapé, ils jouent tous les deux, Cana sur le banc, Sardella sur le banc, et on se prend 2 buts que je trouve évitables. Il y en a un sur lequel Vincent est mal placé. Est-ce que ça serait pas arrivé à un autre? Ça, je pense pas qu'on puisse présager de quoi que ce soit. Par contre, pour moi, Cobaut est complètement passé à côté de son match. Alors, est-ce qu'il y a une influence de Vincent? Peut-être que psychologiquement, il bloque un peu les jeunes, mais je trouve qu'en dehors de Cobaut, il n'y a pas grand-chose à dire sur notre défense hier. Lucassen a fait son match. Murillo est une fois de plus pour moi le meilleur mauve sur le terrain. Donc c'est pas tellement au niveau de la défense. Est-ce que après c'est dans les remontées de ballon, c'est un peu plus lent avec Vincent que ça ne l'est avec Cana. Donc oui, il y a peut-être quelque chose, mais je dirais que s'il y a quelque chose, c'est plus au niveau psychologique qu'au niveau organisation sur le terrain. Oui, moi je suis d'accord avec cette nuance. Si tu permets juste une petite chose, cette nuance, c'est que quand Vincent est inspiré, ses ouvertures, ses passes à 40 mètres peuvent faire très mal. Le problème, c'est qu'hier, il les a tous. Hier, il a pas été bon. Hein. Non, pas du tout. Tu veux dire qu'il les a toutes loupées? Il a pas été bon. Toutes ces longues balles, elles étaient loupées. Ouais. Moi, en fait, mon avis, attention, là, j'ai oublié de prendre mon pot de sel aujourd'hui, puisque c'est un peu AFS sel, hein, aujourd'hui, puisqu'on est un peu salé. Joli. Moi, c'est très extrême ce que je vais dire. Je suis d'accord avec vous. C'est un joueur de classe internationale. Je veux dire, je le veux dans mon équipe tous les jours, mais maintenant, je me dis au final, est-ce qu'il sert vraiment à grand-chose? Et enfin, s'il sert à grand-chose, oui. Mais je veux dire par là, est-ce que sans lui, finalement, est-ce qu'on n'a pas une équipe, et ça, je vais en revenir un peu plus tard aussi, finalement, toute l'équipe, elle a l'air assez interchangeable, en fait. Et c'est un peu inquiétant, tant que c'est bien, au final. Ça veut dire que les joueurs se valent, mais voilà. C'est ma question, je me demande, est-ce que Compagnie, au final, le mec, il se détruit la santé pour nous, au final, pour se faire plaisir à lui aussi, parce qu'il aime bien le club. Mais parfois, je me dis, putain, gars, t'as eu tellement de problèmes, mais prends ta retraite, tu l'as 100 fois mérité, va au staff, et il peut faire des trucs de dingue dans le staff, quoi. Et je me demande si c'est peut-être pas une meilleure... Et c'est pas question de le jeter de haut, non, rien à voir avec ça. Moi, je me dis, est-ce qu'au final, ça sert vraiment à...
pourquoi ne pas faire jouer Vincent en 6? Parce que En six, oui. Zoul, c'est meilleur qu'avant, tout ce qu'on veut, d'accord. Enfin, bon, il y a quand même encore des lacunes, et effectivement, il fait un bon match, et puis le suivant, c'est de nouveau pas ça. Il y a quand même beaucoup de pertes de balles. Est-ce que Vincent, finalement, devant la défense, ne serait pas mieux, quoi? Mais ils n'avaient pas tenté ça une fois. Non. Ça a jamais Non. été On en a je beaucoup pense parlé, que- mais je pense pas qu'il est Ça n'a pas tenté. été tenté, En équipe non. nationale, je Non. crois qu'il a peut-être fait un match ou deux au début, comme ça. Et c'est vrai qu'il a un peu le profil de ce genre de joueur-là, Ouais. vu qu'il a un toucher de balle, il Et a à Manchester, il n'a jamais joué en 6. défense, non défense, parce qu'il avait toujours ce au milieu là, Gundogan, c'est pas Gundogan, c'était. On fait un appel à Vincent Alain s'il nous écoute. Hein. Ouais, C'est la voilà. position de 6. On sait jamais, on sait jamais, on sait jamais, Voilà. on sait jamais. Donc, je pense que tu avais fini. Je voulais juste parler un peu, faire un petit point par rapport au mercato, puisque c'était d'actualité. Donc, avec un Murillo. À votre avis, combien il a coûté Murillo? Vous avez une estimation? Qui C'était ça? pas 2 millions? C'était pas 2 millions? Ouais, moi, Non, même pas. Un, je crois. Même pas. 680 000 euros. Ah ben, D'accord. Voilà. Donc, et franchement, ça pour ce qui naît. monte, et pour l'instant, pour ce qui monte. Et ça naît. Bon, allez, je me tais, ça. Ouais, voilà. Mais il y a une différence, hein, comme on en parlait là tout de suite par rapport au nom, c'est que le problème c'est que tu vas chercher de quelle nationalité? Un Panaméen en Amérique. Bon voilà, et ça, et je pense que c'est le futur marché d'influence, d'intérêt, c'est le marché américain de la MLS, mais pas pour les joueurs européens, pour les joueurs. Tu peux avoir des Colombiens, de tous ces pays-là, Mexicains, etc. Il y a des très bonnes pioches à faire dans ce championnat-là. Il ne faut pas traîner non plus parce qu'à un moment, ça va. Et des Non, joueurs à parce qu'à faire un moment, tu vas évoluer. avoir le même problème qu'avec l'Argentine, hein, parce qu'effectivement, vous évoquiez tout à l'heure les transferts de ces dernières années, par un cas ou l'autre, mais très isolés. Le dernier bon coup, c'est quand même quand on a eu en même temps, enfin quasiment en même temps, Frutos qui a ouvert la voie aux autres, et puis Biglia, Pareja, Ouais, t'as raison. c'était attaquant, milieu et défenseur, mais c'était du solide. Hein, et raison, effectivement, Et comment si s'appelait je le ne me dernier? trompe, c'est la même année où on est allé rechercher Hassan, si je ne me trompe. Ouais. Effectivement, bon. Et comment s'appelait le dernier, frérot? Le dernier quoi, ouais, Suarez. Il y en avait un autre. Euh, Leiva. ah, Ouais, oui, Leiva, ouais. oui, Ouais, il y a eu le oui, oui. package Lucas Leiva, Oui. Biglia et Suarez. ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que Leiva n'a pas. Il a moins réussi, ouais. Et il y avait aussi Canu, le Brésilien, qui avait un truc dans les pieds, mais il a loupé sa carrière. On ne sait pas pourquoi. Oui, c'est ça. Ouais. Ah, si on parle de Canou, je vais me fâcher. Parce que moi, j'aimais bien ce joueur-là. J'aimais bien ce joueur-là. Non, moi aussi, je l'aimais bien. C'est ça que je dis. Il avait un truc dans les pieds incroyable, mais il a loupé sa carrière. Mais- c'est Ah, excellent. j'ai compris un trou. Terriblement pris en grippe par le public aussi. Exactement, On d'accord. sait On ne lui que- passait Comme rien. beaucoup. Hein, on ne lui passait rien. Exactement. Ça, le public, on va en parler tout de suite. Honnêtement, si on compare les prestations, c'est vrai que depuis quelques matchs c'est mieux, mais enfin si on compare certaines prestations de Zulj par rapport à ce que faisait Canou, quand je me souviens des huées du public par rapport à Canou, c'était encore un de ces gars où il était brésilien, mais c'était un peu la tête de Turc. Quoi. Bon. Ah, c'est terrible. Ouais. C'est terrible comme van, effectivement. Effectivement. Non, mais c'est intéressant, ce genre de joueur-là. Moi, je pense que c'est un marché intéressant à creuser. Maintenant, il faut le creuser. Vous allez Bah, me écoute, dire. Lawrence apparemment est un tout bon aussi, et je pense que Kobo a intérêt à venir à Canou, que s'il fait encore des prestations comme il en fait, ça faut jouer. Bah, c'est peut-être ça qu'on voulait faire la direction, hein. C'est engager de la concurrence entre guillemets pour faire évoluer Kobo, puisqu'on sait que Kobo a quand même un petit peu de l'intérêt à l'étranger et commence à être surveillé, donc du fait de sa sélection. Et donc à mon avis c'est ça, hein, c'est pour le faire vraiment, pour essayer encore de le faire évoluer, quoi, hein. Donc si Lawrence a été engagé, c'est vraiment pour le faire concurrence et dire attention, voilà, t'as été une saison sur le banc l'année passée, alors qu'il a fait un début de saison avant sa grave blessure, c'était contre Malines, je me souviens bien. C'était mal à la cheville, voilà, il a été terrible en début de saison, ça je me souviens, l'équipe tournait à crever là, et voilà, après il est revenu, mais il a mis du temps à s'en remettre, hein. Effectivement, un joueur très intéressant. Tu avais encore d'autres anecdotes par rapport au transfert? Oui, bah l'arrivée de, comment on dit, Piaka ou Piazza? Piazza ou Piazza. ouais. Piazza. Ok, Piazza. Joveljic, Comme on disait ouais. Stoica, et comme on disait, je sais plus qui. L'arrivée de mais Lawrence, le C se prononce ts. L'arrivée de Lawrence, Joveljic aussi. Et Ah, celui-là, je ne mérite pas.
Ouais, ça c'est. Mon fils s'est payé ma tête toute la soirée dire que j'essaie de prononcer son nom, donc j'ai dit le nouvel attaquant. Bah moi je le lis, Jovelic, voilà. Jovelic. Ouais, c'est pas. Non, mais c'est très très bien prononcé, Bruno, c'est Jovelic. Ah ok, bah merci Denis. Ouais. Merci. Ah, non, Plaisir de non, ta part. on prononce pas le deuxième J. Ok, bah merci. Et c'est très marrant parce qu'il y en a un hier pendant tout le live, il a appelé Volvecic. À mon avis, c'est quelqu'un qui boit de la Volvic. Ouais, ou alors c'est Raymond Goutal serait incarné, quoi. On en a beaucoup de Goutals quand même. Ouais. Effectivement. Pour revenir au mercato hivernal, sur les départs, bah évidemment Alexis Selemakers, un joueur du club qui est parti à l'AC Milan. Donc ça fait quand même un petit coup de tonnerre parmi les supporters. Voilà. Tant mieux pour lui. La direction a besoin d'argent. Enfin bref, voilà. Est-ce que tu veux dire par là que tous les supporters qui se plaignaient de lui étaient tristes? Pardon, j'ai rien dit. C'est pas. Oui, bah non, tu as le droit d'en parler parce que c'est vrai, il y en a beaucoup qui ont râlé sur lui. Maintenant qu'il est parti, il y en a beaucoup qui pleurent après lui. Donc voilà, ça reste un des joyaux du club qui s'en est allé, qui avait un grand avenir, qui était très suivi en Europe. Beaucoup de grands clubs ne le voulaient pas, mais gardaient un œil dessus. Donc s'il explosait, clairement, oui. Effectivement, même si on sait qu'il y a eu des montages derrière, mais. Grand bien lui fasse, franchement. Tout à fait, bonne chance, et voilà, on va le suivre, et voilà, bien sûr. On espère qu'il va réussir. Oui, il peut cartonner. Il peut cartonner. J'ai un collègue qui est assez fan de l'AC Milan, qui était un peu au moment du transfert, s'est dit bon. C'est vrai que moi-même, à la place d'AC Milan, est-ce que j'ai besoin de Selemakers, je sais pas. Mais bon, tu l'as. C'est un joueur qui peut évoluer, donc oui. On espère, en plus, c'est bien le calcio, c'est un championnat où tu peux apprendre des choses. Malgré qu'on dit qu'il est faible, etc., qu'il n'y a que la Juventus et les arbitres qui le payent. Mais non, mais il y a moyen de faire des choses intéressantes, donc voilà. Tant mieux. Petite anecdote quand même, pour autant qu'on ne fasse pas comme à sa première entrée au jeu où le coach ne lui a parlé qu'en italien, où il a strict. Donc ça m'a quand même scié, parce que même si l'AC, effectivement, n'est plus ce qu'il est depuis une dizaine d'années, enfin ce qu'il était, c'est un truc que, enfin, je sais pas, mais c'est un bazar qu'on verrait dans un championnat de une république bananière, comme enfin le gars qui donne les consignes en italien à un type qui parle pas un mot d'italien, c'est quand même surréaliste, quoi. C'était assez extraordinaire en effet. Ouais. J'ai trouvé ça fabuleux aussi. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, et ça me permet en tout cas de faire un petit, de passer un petit mot sur un artiste du football qui est souvent décrié, c'est CR7, Cristiano Ronaldo, qui a eu un très très beau geste vis-à-vis d'Alexis Selemakers. Ouais. Et ce geste en fin de match est tout simplement expliqué par un superbe retour en défense d'Alexis qui a fait un sprint sur 40-50 mètres et qui est allé récupérer Ronaldo. Et on dit beaucoup de choses sur Ronaldo et je crois qu'on ne saura jamais, sauf c'est très proche, qui il est vraiment, qu'est-ce qui est cinéma, qu'est-ce qui est réel chez lui. Mais je pense que humainement parlant, c'est quand même quelqu'un de bien. Ouais, tout à fait. Il y a cette vidéo sur YouTube qui montre son côté humain. Donc, je suis d'accord avec toi. Ouais. Effectivement. Oui, on peut même se dire, que s'il avait joué à la place de Doku, ça aurait peut-être pas été plus mal pour le tacle. Ouais, effectivement. Notre émission devient un documentaire. On ne va pas remuer la soupe dans la cuve de sel. Donc, je propose qu'on continue quand même un petit peu tout ça. Et voilà, Bruno, avais-tu fini ou est-ce que tu as encore des choses à nous raconter? Alors, au niveau des départs, évidemment, Alexis, un joueur du club qui s'en va. Saïf, qui a un petit peu dépanné, mais qui n'a jamais réussi à s'imposer. Alors l'autre gros transfert sortant, c'est Didion, évidemment, qui a beaucoup fait parler de lui. Oui, qui a pris 3 buts face au Standard. Beaucoup de supporters, Pardon, j'ai rien dit. Beaucoup de supporters ont crié au scandale en disant que la direction renforçait un concurrent direct. Bon, aujourd'hui, c'en est pris 3, qui nous arrange, entre guillemets. Donc voilà, maintenant, oui, pour moi, c'était un bon gardien. Voilà. Aucun doute là-dessus. Mais qui rangeait son frein sur le banc, à mon avis, ça devenait intenable pour lui. Et voilà, c'est pas un gardien qui est fait pour être deuxième. Voilà, et je pense que la direction a fait un transfert par respect pour lui. Voilà, parce qu'à un moment, ils se sont dit, il est en train de ranger son frein, on voit, il est plus motivé. À un moment, voilà, est-ce qu'il faut le garder Si personne le veut et que tu as un club qui vient, même si c'est ton concurrent,
Tant que c'est pas le Standard Voilà, ou je pense que Bruges, c'est pas respect pour c'est pas respect pour Didion, hein, voilà, je crois que je sais pas s'ils pouvaient refuser, parce que c'est de l'argent, tu sais que les prêts se payent, faut pas oublier ça. Les prêts se payent. Oui, les et prêts puis moi se payent. je trouve qu'il y a quand même des comportements qui sont très très versatiles au niveau de certains supporters. Quand on a eu le cas avec, j'ai oublié son prénom, le jeune Svilar, qui ne voulait pas être numéro 2, qui voulait être numéro 1. Il a été jeté au feu, traité de tous les noms, et c'était une véritable catastrophe. Et c'est tout juste si tous les supporters n'ont pas voulu l'accompagner à l'aéroport pour qu'il se casse. Ça, je Et peux en ici, parler. avec Didion qui refuse de s'asseoir sur le banc, on commence à pleurer Didion. Didion ne voulait plus jouer, c'est un bon gardien, on a eu l'occasion de le prêter, et prêter avec une option d'achat, et l'option sera de plus en plus intéressante s'il fait des bons matchs. Point barre. Moi, je dis Didion, tant mieux pour lui. Il joue, il relance sa carrière. Tout le Et monde nous, s'y on retrouve, touche un petit quelque chose. Tout le monde Voilà, s'y c'est retrouve, le tout. joueur, le club, voilà. Oui, Il je n'y a, pense y a que pas de c'est tout. mécontent là-dedans. Hein, Ouais, donc, c'est clair. donc Clair. voilà. De toute façon, pour en revenir sur ce Villard, bon, il est dans parti dans mon deuxième club qui est Benfica. Et en fait, ce que moi je vois, c'est que le mec, il est là-bas, il joue dans l'équipe B qui joue en D2. Et le mec, tu l'entends pas, quoi. À chaque interview, il est là, je travaille dur, je reviens. Et donc, comment ça se fait que là-bas, il est tranquille et ici pas? Moi, j'ai la réponse à la question, elle est simple. C'est qu'ici, on l'a fait miroiter pour le garder pendant des années. Surtout l'année avant que Proto parte, je crois que c'était ça. On lui a dit, ouais, tu vas jouer quand Proto sera parti, etc. Proto est parti, ils ont été achetés Didion. Aucun problème avec Didion. D'ailleurs, je pense même que ce Villard n'est pas encore prêt. Ce Villard a beaucoup de lacunes. Mais non, tu fais pas ça, quoi. Donc le mec, à un moment, il part. Et en plus, t'es Anderlecht, t'es pas le Barça. Avec tout le respect qu'on a pour Anderlecht et qu'on aime Anderlecht, à un moment donné, moi, je suis désolé, Anderlecht, même moi, à sa place, à un moment, je vais dire, bon, je vais aller voir ailleurs, quoi. Parce qu'en plus, allez, t'as rien avec... Enfin, tu vois, c'est un peu... Donc voilà, après, il s'est fait avoir parce que finalement, il n'est pas titulaire. Mais peut-être que finalement, il est plus content maintenant des deux en jouant qu'Anderlecht a joué avec les réserves. Parce que jouer le championnat des réserves... Oui, mais enfin bon. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi là sur ce coup-là parce que je trouve que oui, on lui a certainement laissé miroiter des choses et ça, bien entendu, on n'est pas des petites souris pour savoir ce qui s'est dit exactement. Mais j'ai quand même été vraiment déçu parce qu'il s'est passé et je me suis quand même fait cette réflexion. On sait bien qu'il est difficile pour le club de garder ses pépites. On sait bien et c'est très facile de notre côté de juger ça de l'extérieur, mais on serait les parents à qui on donnerait 1 million d'euros pour que le fils signe plus appartement, bagnole ou quoi. C'est bien beau de dire c'est scandaleux. Je sais pas comment on réagirait. Mais par contre, ce que je trouve absolument terrible, c'est que deux des exemples les plus illustres de pépites qui nous ont quittés avant leur éclosion, c'est Svilar et c'est Musonda. C'est-à-dire deux gars dont le père était joueur professionnel. Et je pense que là, on peut comprendre que de gens qui viennent parfois de milieux modestes, on leur fait miroiter des trucs incroyables. Enfin, je pense que dans ces cas-là, les gamins ont été mal conseillés. On voit où en est Musonda à l'heure actuelle par rapport à d'autres joueurs qui sont restés un peu plus longtemps, comme Yuri, par exemple. Et finalement, comme tu le soulignais, John, Svilar, il est quand même en D2 au Portugal, quoi. Donc, effectivement, mais il joue dans un championnat compétitif, quoi. Ouais. Parce qu'ici, il serait encore dans l'école des jeunes à jouer avec. Où il aurait pu être prêté comme d'autres, hein. Bon. Ouais. Alors on aurait dit de nouveau qu'on renforce les. Enfin bon, soit. Oui, non, effectivement. Enfin, mais ça, c'est. Je me permets d'intervenir. Ça, c'est encore une fois un truc qui devrait être réglé depuis au moins 10 ans, si pas 15 ans. Dans tous les autres championnats étrangers, l'équipe B peut jouer jusqu'en 3e ou 2e division. En Belgique, c'est une bête réserve qui joue dans un championnat fictif et où donc il n'y a pas de véritable concurrence et où les gens ne peuvent pas s'épanouir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas foutu de permettre à chaque club d'avoir une équipe B qui jouerait jusqu'en National 1 ou je sais pas quoi. Mais... Il y a eu un projet, Denis. Il y a eu un réel projet il y a quelques années et c'était pas simplement une vague idée lancée comme ça. Il y a eu un vrai projet défini pour que nos clubs de D1 jouent avec les clubs de D3. On croyait même que ce serait entériné. Et puis évidemment, les clubs de D3 en dignette. Et c'est toujours le même problème en Belgique. Quand c'est pas le communautaire, c'est l'esprit de clocher qui l'emporte. Et effectivement, on sait très bien que quand on doit jouer en D2 espagnol ou en D3, c'est quand même autre chose qu'effectivement jouer avec une réserve
où en plus, n'oubliez pas ce qui se passe de temps en temps, c'est que je pense que c'est l'année dernière que le Sporting a été confronté à ça, ou cette année, où à un moment, on a mis les blessés pour qu'ils se retapent et il restait plus rien de l'effectif des jeunes qui normalement est l'équipe réserve. Oui, tout à fait. C'est ça. Alors, le dernier transfert sortant, donc c'est Sané qui a été prêté à Ostende. Joueur, le fameux joueur à 8 millions de Luc Devoux. Donc oui, c'est encore c'est un petit mystère. Voilà quoi, il n'a jamais su c'est pas s'intégrer, c'est pas ça, c'est vraiment voilà quoi, intégrer la philosophie du club. Maintenant, on ne saura jamais pourquoi. Certains disent parce qu'il n'y a plus de cellule sociale à Anderlecht. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ça? Non, moi je pense juste que le mec, après 2 matchs, on l'a catalogué et personne n'a voulu le sortir de cette image-là. Donc le mec, peut-être un peu faiblement, s'est dit bon, tant pis. C'est sa faute aussi, peut-être qu'il aurait dû se battre un peu plus, mais après. Enfin, on est d'accord que Gap est vite relégué aux oubliettes. Ça, je peux comprendre effectivement qu'on puisse mettre ça en cause, mais n'oublions pas qu'il a été transféré dans un club moyen de Turquie où il n'a quasiment pas joué et où il est revenu. Et donc là, ce serait pas le premier qui n'arrive pas à supporter la pression inhérente à Anderlecht, mais là où il est allé jouer, c'était pas du tout le cas. Et donc là, effectivement, pour moi, ça naît. Là, je pense que s'ils arrivent un jour à récupérer 1 million, on pourra déjà s'estimer heureux, quoi. Ça, c'est vraiment une grosse perte. C'est possible, mais maintenant. Moi, ce que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas par rapport à Sané. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que Phil vient de dire. Et moi, ce que je comprends pas, c'est que ce mec-là, en fait, au début, c'était très moyen. Je veux pas dire que c'était mauvais, c'était certainement pas bon, c'était moyen. Et puis, il y a eu un fameux match où il nous donne la victoire contre le Standard. Et après, on l'a plus vu. Son but de la tête. C'était terminé. Alors que ce jour-là, il n'avait pas été exceptionnel non plus, mais il nous donne la victoire et peut-être que c'est le truc qui aurait pu le lancer. Et à partir de là, il n'est plus jamais apparu dans l'équipe. En général, on dit qu'il peut. En général, on dit qu'il peut le plus. En général, on dit qui peut le plus, peut le moins. Donc dans ce cas-là, voilà. Bon, juste au moment où on assiste à la victoire de Moucron sur le score de 2-1. Et donc Moucron revient à 1 point de nous. Et on est à 4 points. Moucron sera dans le play-off 1, les amis. Ah. Oui, on sera 12e. Ça pourrait être drôle. Voilà. Mais non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est aussi par rapport au prêt, parce que j'ai regardé un article intéressant sur Anderlecht News, je pense. Et on parle, Anderlecht Online, et on parle des joueurs prêtés, où ils en sont. Et j'ai remarqué que hormis Sané qui est en Belgique, tous les autres joueurs à l'étranger n'ont pas joué où ils sont montés 20 minutes. Quoi. Donc je me demande aussi, on les prête où? Qui veut? Pourquoi? Est-ce que c'est encore un jeu d'agent? Juste pour qu'on dise ils sont prêtés et qu'on les oublie dans des championnats où ils jouent pas 1 minute ou alors ils jouent 20 minutes par match. Bon, je sais pas si c'est hyper intéressant. Pour moi, si tu prêtes un joueur, moi je prête un joueur dans un club où il peut être titulaire. Quoi. Maintenant, après, je suis pas dans les secrets des dieux. Mais il y a ça aussi, je me pose aussi cette question-là. Quand j'ai vu ça, quand même, ça m'a fait bien peur. Quoi. Je me suis dit, oula. À votre avis, combien de joueurs sont pour l'instant prêtés sous forme de prêt par le RSCA? Vous avez un avis? 16 ou 17? Non, 10 joueurs. 10 joueurs pour le moment. D'accord. Voilà. Donc voilà. Bah oui, pour t'en revenir, John, ce que tu disais, encore une fois, c'est la cellule scouting qui est un peu en toi dans l'histoire, parce que voilà. Je sais pas, je pense que c'est plus un jeu, je pense, de relation, pas d'agent, de relation. Quoi. Oui, mais bon, voilà, encore une fois, on cible pas les joueurs pour le RSCA. Je dis pas que c'est pas des bons joueurs, mais est-ce qu'ils conviennent à la culture du club? Ça, c'est encore autre chose. Ouais, donc, en même temps, c'est vrai qu'en Belgique, on a beaucoup cette arlésienne que sont les transferts. Alors que je le redis, pour moi, si c'est pour faire des transferts comme ça, d'ailleurs, on va en reparler quand on va chroniquer le match. Pour moi, la moitié des joueurs qu'on a transférés, je parle pas des noms, mais je veux dire, la moitié des joueurs qu'on a transférés, je pense que dans l'équipe B, dans l'équipe des jeunes, tu peux trouver ça. Tout à fait. Le mec, il aura peut-être 10 matchs avant de s'acclimater, mais tout à fait. Il est gratuit. Donc 10 matchs, moi je préfère attendre 10 matchs. Tant que tu n'es pas relégué, c'est bon, on va pas en faire un plat non plus. C'est vrai qu'on a Anderlecht qu'il faut un résultat, mais si t'as pas d'argent, ou alors viens avec une enveloppe de 120 millions et on fait quelque chose. Quoi. Mais sans ça, bon, tu peux aller chercher des joueurs intéressants, mais bon, si tous les autres clubs y sont, tu vois, tu vas le chercher où? Tu vas aller chercher où les joueurs? Donc, ouais, John, d'accord, mais il y a quand même des mystères. Quoi. Il y a quand même des mystères. Oui, on va reprendre le cas de Saïef.
moi, je me souviens quand Saïef était transféré, je me suis dit, chouette, ce gars, et il a d'ailleurs fait 2-3 bons matchs. Au début, il a apporté. Il a très bien commencé, ouais. Et puis ce gars a complètement disparu de la circulation. Maintenant, et je vais pas trop m'apesantir là-dessus parce que je veux pas provoquer des incendies, mais encore une fois, il y a quand même des choses qui interpellent. Hein. C'est que quand on voit la somme mise pour un Sané, même pour un Vlap qu'on évoquait tout à l'heure, et puis à côté de ça, on veut pas donner un bon contrat à Mbokani parce qu'il est trop vieux. Ça c'est le gros coup foireux de la direction au mercato estival. Hein. C'est vrai que c'est quand même dommage. Hein. Et finalement, ils ont fait Mbokani, alors là, mais ils l'ont reconnu. Hein. Ils le reconnaissent pas officiellement, mais tu l'entends dans la réaction de Michael. Effectivement. Et d'ailleurs, j'ai une. Et il fait encore des appels du pied comme il l'avait fait l'an dernier. Tout à fait. Mais je serais pas étonné que. Est-ce qu'il a signé maintenant, l'Hunter ? Non, il est en fin de contrat en juin. Je serais pas étonné, entre guillemets, qu'il débarque quand même la saison prochaine. Hein. Maintenant, voilà. Là, je vais commencer à venir, mais bon, voilà, vu comment il joue encore, c'est pas un mauvais renfort, quoi. Voilà, clairement. C'est évident. Donc, effectivement, il a tout à fait la place dans l'équipe actuellement. Hein. C'est vrai qu'avec Colassin, ça pourrait faire une bonne doublette. En plus, il est gratuit. Et j'allais revenir sur le prix, parce que ça, c'est vrai qu'en Belgique, les prix, je peux comprendre. C'est vrai que quand tu le vois sur terrain, ils méritent pas ce prix-là, Vlap et Sané. Mais le problème, c'est que pour moi, ils valent leur prix dans le sens où il y en a un qui était le meilleur défenseur du Danemark. Parce que 8 millions pour un joueur du Danemark, le meilleur défenseur ou joueur du Danemark, 8 millions, pour moi, c'est un prix correct. Il vaut le prix de ce qu'on te vend. Tu vois, et Vlap, c'est pareil, c'est l'espoir hollandais qui vient de plus bas que l'Ajax, etc. Un joueur de l'Ajax aujourd'hui, c'est 50 millions. Donc 8 millions ou 7 millions, c'est bien. C'est pas cher. Oui, tu vois, même si je comprends que sur le terrain. Voilà, mais Joule aussi, c'est le meilleur joueur de. Voilà. Alors, combien, et c'est là qu'on peut revenir à ce qu'on disait au tout début. C'est un homme qui a réellement le foot dans les yeux et qui peut vraiment les discerner et aller plus loin que c'est le meilleur joueur de Danemark, c'est le meilleur joueur d'Autriche. Peut-être aller chercher des gars qui coûteront nettement moins, mais qui apporteront beaucoup plus. Quoi. Effectivement, mais le problème, c'est qu'en Belgique, je pense qu'on a cette arlésienne de « Ah ouais, c'est un joueur qui a fait ci, qui a fait ça, il a ces lettres de noblesse-là », comme l'importance qu'on apporte. Je pense que dans les grands championnats, quand tu dis, par exemple, Van Aken, si on vient chercher Van Aken en disant « Il est double soulier d'or », je pense que ça fait monter un peu le prix, mais je pense qu'un club des 5 grands championnats... il s'en fout, quoi. Tu vas pas lui mettre 15 millions en plus parce que c'est le meilleur joueur de non. Eux vont voir ce qu'il prouve sur le terrain, quoi. C'est pas un bon ou mauvais joueur. La question n'est pas là, c'est un exemple que je prends. Hein. Attention, faut pas. Mais voilà, c'est ça, quoi. Donc oui, mais effectivement, il y a une question qui se soulève là. C'est oui, par exemple, moi, par exemple, Joule, comme on nous le vend, moi, j'irai pas chercher Joule, j'irai chercher un autre joueur à côté, derrière, ou celui qui est aussi dans les bons, tu vois, parce qu'il va coûter moins cher, peut-être, vu qu'il n'a pas cette étiquette, et il sera peut-être meilleur à l'emploi parce qu'il va peut-être être motivé. Ah ouais, c'est moi qu'on est venu chercher, alors que tu vois, je sais pas, j'invente, je dis des trucs, peut-être c'est des conneries, hein, mais c'est là le non, mais c'est intéressant ce que tu dis, et de toute façon, ça remet encore en question l'histoire de la cellule de recrutement. Quand on voit l'Antwerp, ce qu'ils ont acheté et qu'il leur a pas coûté grand-chose, Rafaelov. Est-ce que ça nous aurait coûté cher d'aller chercher un Rafaelov ? Je suis désolé, c'est un joueur qui nous aura apporté beaucoup. Bien sûr. L'année dernière, à un moment donné, on en a parlé un petit peu au mercato de janvier. Je dis purée, celui-là faut le prendre. Je sais plus s'il est croate ou hongrois de la Gantoise, qui vient de Saint-Tron ou de Waasland. Oui, Bézus. Oui. Bézus, c'est un super joueur, il valait 1,5 million. Ouais, tout à fait. Voilà. Et des gars comme ça, non, c'est pas des noms pour Anderlecht. Par contre, on a quand même été chercher Makarenko, Milic, Kobout. Alors pourquoi ceux-là et pourquoi pas d'autres ? Ouais. Ça, c'est le grand mystère. Hein. Mais pour revenir par rapport à Zul, il faut bien comprendre, donc, on est entré dans une nouvelle ère à Anderlecht où Compagnie donc, a pris entre guillemets les rênes des clubs. Donc, Compagnie aurait été là l'an passé, je ne suis pas sûr qu'un Zul aurait débarqué à Anderlecht, entre guillemets. Voilà, il aurait préféré probablement prendre. Il aurait été à Waregem. Voilà. Ouais, pourquoi pas. Mais je veux dire, voilà, on a encore Zul dans l'équipe parce que voilà, c'est un joueur qui a coûté quand même de l'argent, qui a été entre guillemets vendu. 3 millions, je crois. Ouais, 3 millions et demi, qui nous a été vendu comme le meilleur joueur 2018 en
en Autriche et voilà, et donc il est sous contrat Anderlecht et voilà, il faut le faire jouer. Et ça c'est Là, mais il voit des choses que les autres ne voient pas. tout à fait. Oui, tout à fait. Et Il puis, voit- tant qu'on parle transfert un peu Il dans voit des l'autre joueurs sens, Casper alors sur ok, le terrain, ouais. Il fait des passes. il devenait vieillissant, ok, mais vous croyez pas que notre ami Olivier Doscact aura encore pu rendre quelques services? Enfin, c'est clair. Ouais, c'est non, clair. c'est clair. C'est vrai que dans cette équipe-là, au final, C'est clair. pourquoi pas, ne fût-ce que dans le staff, jouer quelques matchs, pas tous les matchs, oui. parce que bon, je pense pas. Mais oui, effectivement, Et rien que pour sa hargne, Bien sûr. Bien son sûr. envie de gagner, son C'est vrai battant jusqu'à la dernière c'est vrai minute. qu'en fin de carrière, c'est vrai que sa fin de carrière, en fait, je pense qu'à un moment, il s'est blessé gravement. Il est resté 6 mois sur le shelf, tu vois. Ouais. Et, et il mais est enfin, revenu allez, quand- et il était nouveau, quoi. Parce que moi, je détestais ce Voilà. joueur. Je le détestais. J'avais envie. Oh, non. Mais il est revenu et il m'a convaincu que c'est pas un joueur que je veux voir en Espagne. J'ai pas d'intérêt si je suis un club espagnol ou anglais ou quoi. Mais franchement, il a fait le taf. Il n'y a rien à lui reprocher. Et même de façon générale, je pense, moi, j'aime pas trop personnellement reprocher aux joueurs parce qu'on les achète. Eux font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils peuvent pas. Après, c'est comme ça, quoi. C'est un joueur qui a atteint son niveau, son meilleur niveau fort tard. Hein. Je le trouvais bon. Exactement. Voilà, c'était une fois qu'il avait commencé à avoir 28, 29 ans, il a vraiment été. Exactement. Parce qu'au début, voilà. Oh, c'est Tout à horrible. fait. C'est incroyable. Je pense qu'il a C'était marqué Bambi son- sur le terrain, quoi. Voilà, c'était ça au début. Il a hein, marqué voilà. il a marqué son premier but quand il avait déjà 27 ou Oui, ans. voilà, il a vraiment Au atteint Sporting de Charleroi d'ailleurs, j'étais dans le stade si mes souvenirs sont bons. Et sans évidemment être un grand buteur, mais il faut pas oublier qu'Olivier Doscac c'était vraiment le bac à l'ancienne. Hein, et c'est après, effectivement, quoi, vraiment vers la fin de sa carrière qu'il a pris une autre dimension parce qu'il a osé certaines choses. Et alors, effectivement, ok, il devenait parfois un peu limite, mais je veux pas non plus tirer sur l'autre joueur, c'est pas du tout mon intention. Mais enfin, en parlant simplement de hargne, hein, de volonté, d'engagement. Regardez comment Kobo a fait sa deuxième mi-temps. Est-ce qu'Olivier Doscac aurait fait? J'ai fini de mon côté pour la RSA News. Donc Voilà, merci pour tes Bru News très intéressantes. Merci Beaucoup de Bruno. débats. Bruno, pardon. Ça va finir en ça va brownies. me poursuivre, ça, Bru News, tu vas voir. Je sens. Ah ouais, Brunios. Voilà. Et c'est pas de la nouille. Voilà, comme ça on l'a dit. Oh là là, je sens qu'à la fin de Comme l'année, il ça, va avoir un bêtisier on sur l'a les... dit, on l'a dit. Oui, ça serait bon. Ouais, ça. il va garder Ouais, tout ça ce pour serait faire pas mal, le un bêtisier spécial Ça. fin d'année sur les bêtises qu'on dit Ouais. hors antenne, quoi. Voilà. Ça, mais. Le RD. Non, mais il y a Achille. Hein. Il y a Achille derrière avec les vidéos, ce qui sort parfois. Il y a Ouais, des trucs. là, tu prévois 4 heures parce que. Ça, Oh, mon intrépide, ma perfide, ma lucide. Oui, Voilà. oui. c'est un peu ça. Hein. Surtout avec le sel de mer, lui, il est bien salé, mais toute l'année. S'il t'entendait.